qu'est-ce qu'on retire, là je vais poser la question à Xavier, comme enseignement de cette victoire, cher ami? C'est que le Standard est capable de garder le 0 de temps en temps. Parler ballon sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time. C'est un plaisir, un bonheur d'être en votre compagnie. Comme d'habitude, n'hésitez pas, laissez le like, laissez les abonnements. On est évidemment hyper heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour parler de notre football belge favori et toute l'actualité. Il y aura évidemment un énorme chapitre dédié aux toppers parce que ces trois hommes là ont regardé le match de manière extrêmement attentive. Donc ça va être très intéressant. On est avec Xavier et bien évidemment on est avec Thomas et on est avec Quentin. Messieurs, il y a quand même énormément de choses à dire cette semaine. La première chose, c'est que je vous l'avais dit. Eh oui, Westerlo arrive tout doucement au niveau des playoffs 1. Un petit point de la Gantoise. Qui l'avait vu venir, Quentin? C'est moi, merci. C'est la fin de cette émission, merci, au revoir. C'était quoi? Tu peux donner le micro? C'était l'année dernière, tu t'es trompé, c'est ce que tu avais prédit l'année dernière. Ah, c'était en train de se réaliser cette année. Ah, t'as tu es dans le futur, toi. T'as pris de l'avance. Je suis dans le futur. Yes, c'est très bien. Non, mais j'ai regardé un petit peu, je me suis dit, franchement, les hommes d'Issam Chara, ils ont souffert énormément dans le début de saison, mais là, ils commencent vraiment à être très très performants. C'est un collectif qu'on n'attendait pas, mais on remarque aussi cette saison que plus que jamais, la place, elle est ouverte aux surprises, quoi. Ils ont des bons joueurs, hein. Franchement, il y a quelques joueurs assez intéressants du côté de Westerlo, notamment Piedfort, qui pour le moment est dans une très bonne phase, ouais, franchement. Donc intéressant. Après, est-ce que c'est pas un petit peu trop tard pour la course au playoff 1? Ça va être très intense, surtout qu'il y a une dernière journée, c'est au Standard, avec potentiellement deux équipes qui devront se battre pour cette 6e place. Donc ça va être... je suis pas un grand fan des playoffs, mais il y a quand même rien à dire comme quoi ici, pour la lutte de ces playoffs 1, et même parce qu'on n'en parle pas beaucoup dans cette émission, je trouve, mais dans la lutte pour les playdowns, c'est assez intense, donc c'est cool à suivre. On n'en parle pas beaucoup, mais moi je peux vous dire quelque chose dont on peut parler, c'est qu'officiellement, ça y est, ils sont maintenus, les loups. La Louvière est tout simplement maintenue en Jupiler Pro League. Ils ont réussi à aller chercher le point qui forcément leur permet de rester. Le plus dur maintenant, ça va être de confirmer parce que l'année prochaine, ce sera autrement plus compliqué. C'est ça, je suis exactement d'accord avec toi. On en avait parlé l'année passée avec David Verlingen, qui est actuellement à ce moment-là le directeur sportif, ouais. Exactement, de la Louvière. On lui avait dit, mais ils sont montés l'année parfaite parce que c'était l'année de transition où honnêtement descendre, il faut vraiment aller le faire. Mais l'année prochaine, dans une phase classique, à deux clubs descendants, ça va être assez intéressant de voir peut-être la philosophie de jeu. Je pense qu'à chaque fois jouer ici le nul et le 0-0, parce que je pense que c'était le 8e 0-0 qu'ils ont fait ce week-end, dont le 5e à domicile. Mais je pense que l'année prochaine, si tu joues comme ça va être compliqué. Ouais, la cote en X2 était facile à trouver vendredi. Mon cher Xavier, comment vas-tu? Mieux que toi. Ça va, oui, parce qu'il est content, parce qu'il a gagné forcément un petit derby de la Madonnina dimanche, donc la vie est belle pour monsieur Xavier, tranquillement, il peut arriver, il est arrivé, vous auriez vu son arrivée. Je t'en ai pas parlé avant. Non, mais quand il est arrivé, il était là, les mains dessus, les mains derrière, tranquillement, en parlement, tranquillou, quoi. Putain, incroyable, quoi. T'étais en détente, ce matin. C'est limite s'il m'a dit bonjour, tu sais. Tout est possible dans la vie. Bon, en attendant, effectivement, on n'est pas là pour parler du foot italien, mais 7 points d'avance. Il va falloir encore en gagner plusieurs, des matchs pour revenir sur l'Inter. Les couleurs sont là. Hein. On reste supporter, hein, mon cher Xavier. Dis, je pensais à toi parce que j'ai vu un tweet d'un tweetos flamand qui disait après 28 journées, si on m'avait dit en juillet que le STVV aurait le même nombre de points que le club de Bruges, je pense que j'aurais été directement interné en hôpital psychiatrique. Bon, ça c'est vrai. Techniquement, quand tu vois que l'année passée ils jouaient les playdowns, ils se sont sauvés juste à la fin. Tu te doutes pas que si ton club il joue la relégation, il se maintient tout juste, l'année prochaine il va jouer la lutte, veut dire pour le titre ou presque, voire une Coupe d'Europe celle d'après. Donc effectivement, je pense que c'était compliqué de le prédire et franchement, tant mieux que France, il joue un beau football en plus. Hein. Un beau football, effectivement, avec un Wouter Vranken dont on a souvent vanté les mérites dans cette émission, qui est toujours pour un allant offensif. C'est un football qui calcule très peu, en fait, au final, celui de Saint-Tron.
Oui, clairement, en fait, c'est toujours au Walter Franken, ces équipes, c'est toujours pareil, ça joue fort offensivement, c'est beau offensivement, mais d'habitude, ça pêche défensivement, souvent, c'est porte ouverte derrière. Et je me demande si le fait à Saatron d'avoir pas mal de Japonais, enfin, on connaît la rigueur qu'ils ont, ça fait pas un peu, ça aide peut-être un petit peu le jeu de Walter Franken, justement, où ils sont plus rigoureux dans les tâches défensives qui font qu'ils prennent pas tant de goals que ça au final. Ouais, on a eu également une information importante, c'est le licenciement de Sven Vandenbroek du côté de Zulte Waregem. Je vous propose de dire juste un petit mot là-dessus par rapport à la rencontre qui sera le match de la semaine, donc Zulte Waregem Standard, avec une vraie projection directe sur le match entre l'Antwerp et le Standard, qui sera là aussi très intéressante, évidemment, dans cette lutte pour les playoffs. Ce sera dans quelques instants, mais juste avant, prenez vos pancartes, messieurs, parce qu'on va attaquer directement le topper. Et oui, le club de Bruges qui recevait le Sporting d'Anderlecht, et donc forcément il y aura énormément de choses à dire, mais d'abord on va parler de football. Quelle pub! Ce match à rebondissement était une ode à la JPL et peut être considéré comme le plus beau match de l'année. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec cette phrase? Xavier n'est pas d'accord, Thomas n'est pas d'accord, Quentin n'est pas d'accord, on n'a pas vu le même match. Ben non, moi je surtout aussi en souvenir d'un club de Bruges-Westerlo 5-5 cette saison, qui pour moi, clairement, 10 goals, ça allait dans tous les sens, Westerlo qui marquait, on pensait que Bruges était revenu, et ils arrivent encore. C'était à Bruges à revenir faire les différences. Pour moi, c'est clairement celui-là le match de la saison. Et pas oublier non plus que les 2 goals d'Anderlecht, c'est quoi? C'est une erreur d'Onyedika, c'est une erreur de Tsolis, c'est des erreurs individuelles aussi. Donc je pense pas que je le déterminerai comme le plus beau match de la saison de la Jupiler Pro League, même si pour moi, on n'a pas vu une très très grande saison à l'heure actuelle du championnat belge. Et j'avais quand même beaucoup de réactions, notamment sur les réseaux, en disant mais waouh, quelle belle publicité pour notre championnat que ce match, etc. Le retour était très positif à l'issue du rencontre. J'ai l'impression que c'est beaucoup les supporters anderlechtois qui ont dit ça parce qu'ils ont réussi à aller chercher un point au club de Bruges, et j'ai entendu pas mal de retours de ça. Ouais, j'ai adoré le match et tout, mais ça venait beaucoup de supporters ou de fans d'Anderlecht. Donc c'est clair que pour eux, c'est un bon point d'aller chercher à Bruges, comme l'a dit Torgan Hazard en interview. Avant le match, on aurait tous signé pour un point, et ça a été le cas. Thomas, bonjour. Bonjour. Ça va? Tu peux même rapprocher un petit peu plus le micro de ta bouche. Non, je peux pas. On t'a dit de ne pas le mettre trop loin, mais là, c'est peut-être un petit peu trop loin. C'est bon, c'est bon, on t'entend correctement. Vous avez fait des tests, c'est parfait. Comment ça va? Tout va bien? Très bien. Voilà. Tu peux dans ton émission voilà, là, un peu. Moi, je suis prêt là. J'ai envie de rebondir sur ce que Quentin a dit. Bah, rebondis. Parce qu'il m'a sorti les mots de la bouche. Il m'a sorti les mots de la bouche parce que c'est un truc que j'ai déjà dit aussi les semaines précédentes. Les buts marqués par Anderlecht, c'est encore une fois grâce à des erreurs de l'équipe adverse. Donc, est-ce que ça fausse encore une fois l'image du jeu qu'Anderlecht propose aujourd'hui? Je vais pas oser dire ça, mais c'est pas dans le jeu qu'Anderlecht marque vraiment des buts, c'est sur des erreurs individuelles des équipes adverses. Donc, j'arrive pas encore à dire si c'est vraiment du beau jeu, si c'est un beau football qu'Anderlecht propose aujourd'hui. Certes, c'est meilleur de ce qu'on a vu sous Asie, mais je suis pas encore convaincu à 100%. Anderlecht t'a mené à 2 reprises? Ouais. Anderlecht a mené à 2 reprises. Après, les erreurs, il faut les provoquer. Je suis aussi d'accord, je rejoins Thomas. Comme quoi, c'est souvent des erreurs individuelles. Onyedika, il doit jamais faire ce qu'il fait là. Non. Et Tsolis, il est dans une position qui devait pas être. Clairement, on est d'accord. Donc après, il faut aller le faire. Faut, comme on dit, mérite Anderlecht d'avoir été chercher ce 2-2. Il y a eu aussi un bon Kozmans qui a fait aussi des bonnes interventions. Donc c'est un bon point. Honnêtement, c'est un bon point. Et c'est un Bruges un peu à l'image, on en a parlé ici aussi précédemment, qui alterne le bon, le moins bon, des placements défensifs, comme on a déjà pu revenir également dans le passé, qui sont vraiment, même Simon Mignolet qui s'en était plaint après le match en Ligue des Champions à l'Atlético Madrid, où l'Eco prône un jeu très 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 offensif. On l'a vu, je pense, après 2-3 minutes de jeu. C'est déjà Kyrian Issab qui fait une frappe sur une passe de Mekele, où ils sont devant le rectangle de l'équipe adverse après 2 minutes de jeu. Donc c'est pas comme s'ils poussaient parce qu'ils étaient menés au score. Donc c'est un jeu très offensif, mais du coup qui a des lacunes, notamment défensives. Mais quand on mène 2 fois, on peut quand même se poser la question de comment est-ce qu'on tient un résultat. Ben, le problème. Comment ils vont le faire à un moment donné pour changer ces vraies problématiques? C'est défensivement, parce que c'est 21% de clean sheet, Anderlecht à l'extérieur, et c'est la 4e pire défense du championnat à l'extérieur. Donc je pense qu'il y a un gros problème à ce niveau-là, où qu'il va falloir travailler dans les playoffs, c'est essayer d'avoir de meilleures chances de tenir le 0 à l'extérieur, parce que quand tu joues les playoffs 1, mais que t'es la 4e défense la moins forte à l'extérieur, c'est un problème. Ouais, c'est un vrai problème, effectivement.
Il a raison, hein, quand il Oui, parle de ce souci offensif, il va falloir vraiment régler ce Défensif, problème dans les prochaines semaines. Non, c'est vrai que l'Eco prône un jeu très offensif et on l'a vu, comme tu disais, Kerani Sabeu, mais je pense qu'il a même tiré 3 ou 4 Ouais, fois bien sûr. vers le but dans cette C'est celui qui rencontre. provoque aussi Ouais. le premier but de Bruges. Hein. Ouais, non, c'est vrai, donc faudrait peut-être rectifier un peu. Je pense que les ailiers du côté de Bruges ont assez de talent et assez de finesse technique pour provoquer ces occasions-là. Je pense que c'est plus ces ailiers qui devraient faire ça et pas tout le temps arrière droit, arrière gauche. Enfin, après, ça, c'est mon avis. C'est un jeu c'est une tactique que tu décides dans ton équipe. C'est son choix de l'Eco. Mais je trouve que sinon, Bruges n'a pas forcément fait un mauvais match, je vais dire ça comme ça. Première mi-temps, un peu compliqué. Deuxième mi-temps, c'était mieux. Mais voilà, j'ai l'impression que l'Eco n'a pas encore trouvé vraiment la vraie tactique de son équipe. C'est un peu Xavier, je voulais te problématique. poser une question parce que j'ai beaucoup eu de retours des supporters de Bruges qui me disent là maintenant j'ai envie de voir un Kyriani Sabeu sur le banc, j'ai envie de voir un Seyss sur le banc, il y a peut-être une volonté de fraîcheur. Est-ce que toi tu t'inscris dans ce propos-là? Bah, le problème, c'est faire jouer qui? On a vu quand il faisait jouer Sique, le problème, c'est qu'il est pas très bon dans une défense à 4, et Bruges joue une défense à 4, donc compliqué. Meilleur, tu vois, qui revient, il se blesse, donc au final, t'as pas 300 solutions. Après, je pense que c'est peut-être aussi des consignes du coach. Souvent, dans beaucoup d'équipes, si t'as un latéral qui monte, l'autre reste un petit peu pour couvrir. Là, chaque fois, les deux sont limite plus haut que Forbes et que Solis. Donc à partir du moment où il joue aussi haut, ben défensivement, tu peux pas faire le travail défensif. Donc Ouais. c'est ça aussi le problème. Mais c'est-à-dire que j'ai l'impression aussi, quand je vous entends, que les deux équipes ont su profiter des erreurs des deux équipes. C'est Vous voyez ça. ce que je veux dire? Surtout dans le but de De Greef, là on voit vraiment c'est une récupération, ça ne doit jamais arriver, Non. quoi. Le club de Bruges ne peut pas se permettre de faire C'est ce un beau. type d'erreur aussi proche de sa surface de réparation, Quentin. Ouais, je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est des équipes qui concèdent pas mal d'erreurs et qui, je pense, pourraient être intéressantes dans les playoffs 1 parce qu'on n'a pas une équipe vraiment qui surdomine tout dans tous les niveaux, secteur défensif, milieu de terrain, attaque, dans les duels. On n'a pas cette équipe vraiment dominatrice comme on a pu le connaître dans le passé. Donc, je pense que si on se projette dans les playoffs 1, je pense que tout sera un peu possible. On pourra avoir un Anderlecht qui pourra aller chercher des points à Bruges, on pourra un Bruges qui va faire des erreurs, un Union pareil. Donc ça va être assez intéressant, je pense, d'avoir cette lutte dans les playoffs 1 qui va être très intéressante. Et chaque journée, on va avoir des surprises, je pense. Et justement sur la performance d'un De Greef, Xavier, est-ce que c'est suffisant pour l'intégrer dans un 11 de base à présent? Est-ce que ce qu'il a montré, c'est vraiment l'image de ce que Jérémy Taravel voulait et donc ce dont il pourrait avoir besoin durant les playoffs 1? Pour moi, c'est compliqué, comme on l'a dit, dans le sens où c'est Bruges qui a fait des erreurs, également, même si ça se provoque ou autre. C'est que je pense son premier match titulaire depuis que Taravel est là. Enfin, on le voit pas, il joue pas souvent en tout cas De Greef, donc ouais, mais voilà, il joue pas quand même tout le temps. Donc pour moi, c'est encore juste pour le mettre titulaire. Après, ça lui donne du temps de jeu qu'il aura prouvé. Mais en tout cas, s'il continue comme il a joué ce week-end, clairement, il pourra avoir sa place de titulaire. Mais faut laisser un peu de temps et pas brûler les étapes. Thomas, je vais te poser une question sur un certain Kozemans. Tout à l'heure, Quentin en parlait de manière assez intéressante. Est-ce que c'est pas lui qui a sauvé le match en fait au final? Bah un petit peu parce qu'il a quand même fait de beaux arrêts, même si cette saison il a été moins bon que la saison dernière. Oui, mais je trouve qu'on Ouais. en parle très très peu. Quand il est important, on le met assez peu en avant. Ben, Kozemans, c'est on a- pas le type de mec qu'on a envie Non, de faire briller. voilà, tu mais vois. c'est ça, mais c'est vraiment un gardien qu'on n'a pas forcément envie de mettre en avant parce qu'il n'a pas le statut, je sais pas comment dire, c'est dans la tête de tout le monde, il a pas le statut de numéro 1 pour Anderlecht, même si au final Il il l'est. l'est depuis longtemps et enfin depuis un bon moment et qu'il performe, même si cette saison ça a été un peu moins bon que les saisons précédentes parce qu'il a quand même fait pas mal d'erreurs depuis le début de la saison. Mais sinon ouais c'est un pilier de cette équipe. Je pense que j'avais posé une question la semaine dernière qui se rapprochait vraiment de l'ADN du club et je pense qu'on avait pratiquement tous répondu Kozemans. Donc ça prouve quand même que c'est un joueur hyper important pour ce club. Et je veux mettre aussi en lumière autre chose, c'est que les 2 buts marqués par Anderlecht, c'est quand même 2 jeunes joueurs du centre de formation. On prône toujours le centre de formation du club de Bruges, mais aujourd'hui, c'est quand même 2 jeunes d'Anderlecht qui ont marqué face à Bruges. Il y a du talent en RPD, hein. Il y a du talent, il y a des vraies pépites, des joueurs capables de faire des vraies différences. Et d'ailleurs, il y avait beaucoup de talent dans ce match. C'est peut-être un des matchs qui a été le plus observé par les recruteurs étrangers. Quand on regarde le nombre de joueurs qui étaient titulaires sur cette pelouse,
il y en a beaucoup qui vont valoir, à mon avis, entre 25 et 30 millions d'euros. On voyait encore des rumeurs dans la presse que je ne peux confirmer pour le moment, mais effectivement, je pense qu'il y a un bon travail de la part des agents pour mettre en avant les joueurs, notamment un Nicolo Tresoldi, qui aujourd'hui s'installe véritablement comme le titulaire décisif, on va dire, dans la tête d'Ivan Leko. Voilà, ça fait partie des joueurs qui effectivement sont très intéressants. Qu'est-ce que tu penses de la progression de Nicolo Tresoldi? On voit quand même un autre joueur depuis qu'il est arrivé d'Hanovre. Hein. Il est transcendant, même depuis le début de saison. Je pense que la première partie de saison, elle était pas mauvaise, mais plutôt discret. Et là, vraiment, il se révèle. Et c'est beau à voir, même son deuxième but. Enfin, pour pouvoir marquer ce type de but-là, c'est que t'es vraiment un bon attaquant. Donc ouais, non, je suis impressionné. Parce que moi, j'étais plus pour mettre Vermaat dans cette rencontre-là. Mais Tresoldi m'a prouvé le contraire. Alors, il doit choisir quelle sélection? Parce que apparemment, il peut choisir les Albiceleste. Il y a également la Mannschaft et la Squadra Azzurra. S'il veut être un vrai numéro 9 avec très peu de concurrence, il doit choisir l'Italie, Xavier. Ouais, clairement, parce que là, il y a personne. Donc, voilà, c'est pas très compliqué, mais ouais, je pense qu'honnêtement, c'est peut-être l'endroit où il y a peut-être le plus de place face à un très bon joueur, mais c'est peut-être la sélection où il y a tu peux le plus facilement avoir une place de titulaire, donc ce serait peut-être bien qu'il la choisisse. En plus, quand on s'appelle Nicolo Tresoldi, on choisit la Mannschaft. Et d'ailleurs, tu peux le dire, c'est où son rêve de jouer? C'est à l'AC Milan. Son rêve, il l'avait dit de jouer. Le plus grand club au monde. Exactement. Ne me lance pas là-dessus, toi, ne me lance pas là-dessus. J'ai toujours pas digéré la défaite dans le derby de la Madonnina, là. Reste là. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, c'est un joueur fort. Il y a quand même beaucoup d'éléments, hein, dont on voit qu'il y aurait peut-être encore un vrai travail sur le mercato pour les dirigeants, tout simplement du club de Bruges ou d'Anderlecht. On peut penser évidemment à Ordonez, qui doit être parti depuis quasiment 1 an maintenant. Ouais, ce sera quand même aussi intéressant de voir comment Bruges va pouvoir passer cette fameuse étape Ordonez. Ça fait longtemps, hein, évidemment, qu'il attend ça. Après la Coupe du Monde, à mon avis, avec l'Équateur, ce sera le moment pour lui de partir. Et surtout, il va falloir recruter. Parce qu'en défense centrale, on peut pas compter sur un Spillers pour être un titulaire au club de Bruges, selon moi. Donc, il va falloir vraiment recruter là. Il va y avoir aussi une doublure à Brandon Mekele, je pense. Donc, on parle beaucoup du mercato sortant du club de Bruges, qui va encore être une fois de plus intéressant. Mais j'aimerais bien voir ce qu'ils vont faire sur le mercato entrant. Parce que là, c'était un peu, même s'il y a eu Tresoldi, mais il va avoir du boulot, quoi. Peut-être encore retenter l'énième coup à Sadibou Sané pour la 3e fois de l'été, après l'hiver dernier, l'été dernier, ils ont encore retenté maintenant. Bon, voilà, moi j'ai commenté Sadibou Sané dimanche pour RC Lens-Metz. C'est pas Ordonez, quoi. Clairement, je comprends qu'Ivan Leko ait refusé, ou ait dit à sa direction, non, mais écoutez, c'est bien sympa, mais Sadibou Sané, on prendra un autre défenseur. Merci beaucoup. Voilà. Non, mais pour revenir sur cette rencontre opposant le club de Bruges à Anderlecht, tu peux donner le micro à Thomas, parce que je vais lui poser la question sur la performance d'un Nathan De Cat. Parce que moi, bon, voilà, on va vous spoiler tout de suite, on le redira tout à l'heure, mais c'est mon joueur de la semaine. Nathan De Cat, c'est exceptionnel. Franchement, ouais, c'est impressionnant pour son âge. C'est vraiment beau à voir, c'est plaisant. Et c'est aussi cool pour le futur, pour la sélection belge, qu'on ait un milieu de terrain avec ce talent-là. Mais j'espère, en tout cas, vraiment j'espère qu'il restera encore une saison à Anderlecht pour confirmer, même pour sa progression personnelle, pour son avenir. Ce serait vraiment bien qu'il confirme une saison supplémentaire en jeu par la Pro League, même si on sait que ça va être très compliqué de le garder, surtout pour les finances d'Anderlecht. Et vous êtes d'accord avec les différents propos qui sont revenus dans la presse? Faut absolument le prendre à la Coupe du Monde. Absolument. À la Coupe du Monde. Le sélectionner dans des amicaux, je ne dis pas, mais à la Coupe du Monde. Non. Parce que on a parlé de Roméo Lavia la semaine dernière. Déjà pour lui c'était compliqué, même si Lavia, bon, comme je l'ai dit, on l'a pas vu souvent à l'œuvre. C'est ce que j'allais dire, quel manque de respect pour Lavia, qui vient de faire 64 minutes contre Wrexham, mais qui a pas si mal joué que ça, quoi. Oui, mais c'est ça, mais je veux dire, enfin, il a un statut quand même plus élevé que De Cat aujourd'hui. Merci. Donc, donc ce serait quand même dommage de se priver de Lavia en prenant De Cat. Mais les gens qui disent ça ne regardent pas les matchs à l'étranger, ils ne comparent pas le niveau. De Cat est très bon, mais à un moment donné, il faut arrêter. Ah oui, mais clairement. S'il vous plaît, quoi. C'est le temps au temps. Mais c'est vrai, les gens, ils pètent des câbles des fois. Même moi, je pète des câbles, hein. J'ai dit Bertaccini, le numéro 9 de la Belgique, j'ai aussi pété un câble. Mais des fois, c'est dans l'instant, dans ce qu'on voit les semaines d'avant, etc. Mais non, pour moi, il est encore beaucoup trop jeune pour participer à cette Coupe du Monde. Il en fera une, mais pas celle de 2026. Non. Et
et ça discute déjà effectivement de son évaluation générale. Il devrait partir entre 25 et 30 millions d'euros, mais ça dépendra évidemment de s'il y a Coupe du Monde ou pas. Mais à mon avis, il y aura pas Coupe du Monde, mais il y aura quand même, à mon avis, une belle vente cet été. Il y a des très gros clubs, notamment comme le Bayern Munich qui le suivent. Ça m'étonnerait pas qu'on passe un petit coup de fil du côté de Vincent Kompany pour aller récupérer ce joueur-là. Pourquoi? Parce que dans le milieu de terrain du Bayern Munich, il va y avoir de la vente. Goretzka va partir. Ouais. Il y a des éléments qui vont quitter formellement le club, donc ça va libérer des places. Et peut-être potentiellement qu'on va faire le choix de Nathan Decadt. Nathan Decadt à la Coupe du Monde, Quentin? Non, pas encore à la Coupe du Monde. Il a que 17 ans. Par contre, je suis d'accord avec Thomas. J'aimerais bien le voir rester encore un an à Anderlecht. Il a que 17 ans. Je pense qu'Anderlecht pourrait le vendre encore bien plus cher qu'un 25 millions s'il fait encore une saison pleine là-bas. Surtout, ils sont 4e, donc s'il y a une Coupe d'Europe ou autre, je pense que je le vendrai pas maintenant, sachant que c'est se habitué dans un nouveau club. Après, le Bayern Munich avec Vincent Kompany serait vraiment parfait pour lui. Et c'est vraiment, il va avoir une concurrence avec un Pavlovic. Il y a un Kimmich qui des fois peut décaler back droit et donc il pourrait prendre une place, mais il est encore trop jeune et c'est surtout le Bayern Munich, il va prendre niveau musculature. On avait vu, je pense que c'était Goretzka avec plein d'autres joueurs qui avaient été transformés, les Lewandowski. Ça, c'est les pilules rouges, ça. Je sais pas c'est quoi, mais. Je sais pas ce que c'est, mais. Je sais pas c'est quoi ce qui se passe en Bavière, mais en tout cas, c'est assez puissant. Donc, je pense que ça pourrait être un très bon choix et surtout avec Vincent Kompany, qui adore travailler avec des jeunes, qui connaît NRP, qui connaît tout ça. Donc, ça serait le choix parfait, mais plus été 2027 qu'été 2026 pour moi. Et quand on continue avec les infos anderlechtoises, à mon avis, Nathan Decadt se sent beaucoup mieux avec un entraîneur comme Jérémy Taravel qui parle énormément avec lui. Ça a changé. Et donc la décision d'Anderlecht de le garder tout bonnement et simplement jusqu'en fin de saison, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision pour toi, Xavier? Est-ce qu'il fallait garder Jérémy Taravel? Ouais, pour moi oui, parce que pour moi tout se passe bien, donc il va falloir changer d'entraîneur. Enfin, avec une nouvelle méthode, alors que tu te bats quand même pour ta place en Playoff 1, t'as une finale de coupe encore à jouer et tout ça, je pense que c'était vraiment pas du tout le moment pour changer d'entraîneur. Donc ouais, ils ont bien fait de le conseiller, c'est sûr que ça se passe bien. Ça se serait passé mal avec Jérémy Taravel, peut-être. Mais là, au final, tout se passe bien, donc pourquoi changer? Ouais, pourquoi changer? Et s'il fait des playoffs de dingue, ça peut être vraiment. Comme on avait eu avec mal. Nicky Hayen, il a changé ou juste avant les playoffs, un truc comme ça à Bruges, et au final, ça va bien réussi. Ouais, ça va bien réussi, mais c'est vrai que qu'Anderlecht, on aime être rassuré par des noms, c'est souvent le problème du côté d'Anderlecht. On sait évidemment que des discussions ont été extrêmement loin. Il y avait même un gentleman agreement avec le club saoudien de notre ami, comment s'appelle-t-il, l'ancien entraîneur Alfred Schröder, l'ancien entraîneur de l'Ajax et du club de Bruges. Bon, Jérémy Taravel va quand même devoir montrer ce dont il est capable s'il veut rester. Mais s'il fait des gros playoffs, on peut même estimer qu'il pourrait rester au-delà de cette saison? Bah, j'aimerais bien parce que je pense que c'est un entraîneur qui connaît bien son groupe, qui sait comment parler à ses joueurs, ça c'est très important. Mais il faut résister à la pression avec toi. Ouais, ça aussi. Et je reste sur mes gardes, comme je l'ai dit il y a quelques minutes dans cette émission. On a vécu un peu la même chose avec Hans Cornelis. On était aussi très enthousiaste par rapport à lui. Il fait une très belle série, mais au final, la série qu'il fait, c'est l'inverse, c'est l'opposé. Donc, à voir, à prendre avec des pincettes. Faut toujours donner du temps au temps, comme on devait par exemple faire avec Evrard du côté du Standard. On était aussi pas très content au début quand il arrive parce que les résultats n'étaient pas top, mais tu vois quand même qu'il installe quelque chose d'intéressant. On en parlera après, mais non, mais t'as raison. Faut donner le temps. C'est très intéressant de le dire et effectivement, on viendra au bilan de Vincent Evrard après, notamment avec la belle prestation du Standard du côté de l'ancien, le feu Stade Arc-en-Ciel du côté de Zulte Waregem, mais qu'est-ce que Jérémy Taravel, dans cette équipe, pour revenir à la rencontre du topper et ce match nul, a apporté de plus en termes d'élan, en termes d'enthousiasme, qui permet justement à ces joueurs d'être meilleurs, Quentin? Moi, j'ai directement vu dans ce début de match, c'est, comment dire, ce qu'il a connu en tant que défenseur. Donc directement montrer, on sait que quand t'as un défenseur, t'as un attaquant, dès le début du match, t'as montré ce qu'est le patron. On a directement vu, je pense, après 2 minutes de jeu, il y a déjà eu 2 fautes, l'intensité, Camara, je pense que c'était Augustinsson, qui ont déjà été chercher les Brugeois, ça veut dire, on est chez vous, on est à Bruges, mais l'impact physique, et ça c'est clairement Jérémy Taravel qui leur a sûrement dit, les 2 premières minutes de jeu, vous faites une faute. Vous allez montrer que vous allez être présent, et on l'a vu, et donc ils ont répondu dans l'impact physique, et donc ça, je présume que ça doit être la touche de Jérémy Taravel, et je suis 100% d'accord avec Thomas, s'il ne l'avait pas dit, pardon, c'est ce que j'aurais dit, c'est avec Cornelis. On se souvient, on est beaucoup dans la culture de l'instant avec Jérémy Taravel. Cornelis, on l'a été. On a dit, waouh, incroyable ce qu'il fait à Charleroi. Maintenant, la réalité, c'est que c'est très très compliqué pour Charleroi avec une série complètement mauvaise. Comme les joueurs,
les entraîneurs ont parfois aussi des up and down. C'est ça. C'est ça. Mais par contre, je vais revenir sur ce que tu disais par rapport à l'impact physique, ce qui a été très intéressant, parce que tu as parlé de Gustafsson et Camara, mais moi j'ai énormément apprécié la prestation de Saliba aussi dans cette rencontre au milieu de terrain. Franchement, c'est rare quand on souligne les performances de Saliba. Ouais, mais franchement, il était... Même Lansana, un marquage individuel sur Van Aken. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain qu'Anderlecht peut proposer aujourd'hui, c'est ces trois-là au milieu de terrain. Faut vraiment pas changer ça. Je pense que Taravella l'a compris aussi, ça fait 2 semaines d'affilée, je pense que Lansana est titulaire aussi. Donc vraiment les trois au milieu, ça peut être quelque chose de très intéressant. Allez, super. Quentin, tu voulais rajouter quelque chose? Après, on va passer au meilleur ami de Xavier. À moi de le dire, hein. Je vous l'avais dit, que tu l'avais dit au début, je l'avais dit qu'il devait remettre à Bruges. S'il voulait faire un résultat semi-milieu à 3, c'est ce qu'il a fait. Il a été faire un résultat, il a pris un point. Plus que jamais, votre émission de référence sur le football belge avec un homme référence, évidemment, le QTN SLN International. On passe maintenant au nouveau, d'accord, pas d'accord, messieurs les pancartes. Le meilleur ami de Xavier sera évidemment de la partie dans ce sujet. Il rigole déjà, je n'ai même pas encore ouvert la bouche. Oh, si je parle. Oh mon Dieu, je parle. Allez. Symbole collectif unioniste, Burgess est indispensable et peut être considéré comme le meilleur défenseur de Belgique. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord? On n'est pas d'accord. Je suis pas du tout choqué par cette réponse de Xavier. D'accord du côté de Thomas et pas d'accord du côté de Quentin. Vas-y, lâche-toi. En fait, moi, typiquement, quand on voit la phase de ce week-end, pour moi, il doit prendre rouge. Je pense que tout le monde devrait être d'accord avec ça, parce que bon, la justification, genre, on n'a pas des images très claires pour le voir, c'est un peu... la photo, elle est très claire, hein. La photo, il peut lui briser la cheville, mon copain. Voilà, mais bon, d'après la justification de Monsieur Lardos, on n'a pas des images très claires pour juger, bon, voilà, soit. Mais à côté de ça, c'est un excellent défenseur, je dis pas le contraire, mais s'il était plus souvent jugé correctement, car il a quand même un gros totem d'immunité niveau carton, s'il était plus jugé comme un défenseur, on va dire, de Louvain, du Cercle, de Zulfa, d'une équipe moyenne, est-ce qu'on le considère, et qu'il serait souvent dehors, il finirait rarement le match, est-ce qu'on le considérait toujours comme un aussi bon défenseur ou pas? C'est surtout ça la question que j'aimerais poser. On va donner le micro à Thomas. Non, mais si un match sur 2 ou un match sur 3, il prend un rouge, tu le considères comme un bon défenseur? Est-ce que prendre un rouge altère la qualité d'un défenseur? C'est ça la question, c'est plus philosophique qu'autre chose. Pas forcément, parce que bon, je sais pas si vous vous rendez compte les gars, mais Burgess, il est là depuis le début. Depuis 250e match, hein, je pense. Ouais, 250e match. Il est là depuis le début de l'Union et ça fait 3 ans qu'on n'arrête pas de dire l'Union, top, très très bien. Mais Burgess est toujours là, toujours présent, toujours titulaire en Ligue des Champions, dans notre championnat, partout en Europe. C'est un excellent défenseur. Vraiment, moi je comprends pas qu'on puisse dire que ce soit pas forcément meilleur que McAllister. J'ai pas dit que c'était le. Parce que la question c'était le meilleur défenseur. Oui. C'est pour ça que j'ai mis non. Il a dit est-ce qu'on peut le considérer? Oui, on peut, mais est-ce que c'est le meilleur? Si c'est pas numéro 1, c'est top 2, top 3. Donc au final, pour moi, ça fait top 3. Pour moi, ça fait partie des meilleurs. Ça, c'est même pas une question à poser, je trouve. Parce qu'il est très important pour cette équipe. On le voit chaque année, l'équipe de l'Union, leur force, c'est vraiment leur solidité défensive. Et depuis 3 ans, c'est lui qui tient la baraque. Après, il y a quelque chose de clair, c'est qu'il est capable aussi, à la fois de boucher parfois beaucoup de lacunes défensives de ses coéquipiers, mais il en a énormément. Et c'est important de le dire parce que la saison dernière, il s'appuyait beaucoup sur la forme d'un Koki Machida. Quand Koki Machida était très en forme, Burgess suivait en fait à ce rythme-là. Moi, je me rappelle, il est vraiment quelque part, l'intelligence de Burgess, c'est qu'il sait qu'avec sa lenteur aussi dans le dos, dans son dos, il a besoin d'avoir des coéquipiers qui, à un moment donné, sont limite plus forts que lui athlétiquement, tu vois, pour compenser ses erreurs à lui. Ça, c'est vrai, parce que la première saison, donc il y a 3 ans, je pense, si mes calculs sont bons, c'était lui vraiment le leader, vraiment, il y avait que lui dans cette défense, c'était le meilleur défenseur. Ensuite, on a eu la saison d'après, c'était avec ses Koki Machida, et c'est totalement vrai ce que tu dis, il se repose sur ses coéquipiers, mais c'est ça aussi, sa force, je trouve, parce qu'il s'adapte bien à tous ses coéquipiers, ça se passe toujours bien, le trio défensif est vraiment toujours de très bonne qualité, donc c'est en grande partie grâce à lui. Par contre, j'ai quand même envie de revenir sur ce que notre Xavier National a dit concernant, mais t'inquiète pas, je vais te poser la question d'abord à Quentin, Thomas. Est-ce que c'est un peu ce qu'était Ruud Vormer à l'époque du club de Bruges, notre ami Christian Burgess? Est-ce qu'on lui laisse beaucoup de choses passer parce qu'il a de l'aura, parce qu'il a du charisme, parce que c'est un des hommes forts, on va dire quasiment le capi, on est là-dedans? C'est un peu comme un Vincent Janssen à l'Antwerp, hein. C'est un joueur charismatique qui va pas... Donc on lui laisse tout passer. Mais malheureusement, sur l'arbitre, je sais pas comment l'arbitre se sent sur le terrain, parce que c'est la réalité du terrain, donc c'est l'arbitre qui doit prendre ces décisions-là.
Est-ce que du coup avec son charisme il arrive à entre guillemets manger un peu l'arbitre, en imposer, même je parle d'un point de vue d'attaquant, je voudrais pas être un attaquant qui doit se taper Burgess sur lui pendant tout le match, parce que même quand il y a pas le ballon il doit être horrible, il doit vraiment être horrible au niveau des petits coups, au niveau sûrement des paroles, au niveau de tout ça, et vraiment comme l'est bien Vincent Janssen d'un point de vue offensif, comme l'a été un Ruud Vormer. Il y a plein d'exemples comme ça, mais un club qui est dans le haut du classement a souvent ce petit joueur un peu merdeux, on va dire comme ça, sur le terrain. Et il en joue, il le sait très bien, et il en a joué au Cercle de Bruges, et ça lui a porté conséquence, où il a eu une double jaune, parce que justement, il a eu cette fougue et cette rage. Donc, pardon. J'ai l'impression que ça passe un peu moins bien. Merci. Ouais, j'ai l'impression que ça passe un peu moins bien, et que c'est un peu plus mis en lumière, mais tout en ayant encore ici des passages où il arrive à passer dans l'ombre et à se faire avoir comme ça. On a aussi vu avec le standard où il y avait hors-jeu, et justement, mais ce qu'il savait que le joueur était hors-jeu et qu'il en a profité pour y aller d'un bon tacle, parce qu'il sait qu'il y a pas faute, mais lui peut blesser ou même rentrer dans la tête de l'attaquant. Il doit sûrement rentrer souvent dans la tête de l'attaquant et le faire sortir de leur match. Donc oui, il a un certain charisme et qu'il en impose vraiment sur le terrain. Xavier, c'est surtout aussi le signe d'une équipe qui a un leader en confiance. En fait, Christian Burgess n'a pas peur du résultat, il actionne le moyen. Oui, et puis clairement, comme l'a dit aussi Quentin, les équipes du top ont toujours des joueurs un peu protégés. À l'époque où Bruges était toujours au top, c'était Vormer. À l'époque avant, avec Anderlecht, quand ils gagnaient tout le temps les titres, t'avais Olivier Descat qui pouvait toujours prendre une jaune, mais jamais la deuxième. C'est toujours comme ça. Et pour le moment, c'est Christian Burgess qui est dans le championnat, qui est l'équipe du top, et est un joueur qui peut prendre des jaunes, mais va mettre rouge. C'est dingue, hein, cette explosion de l'Union Saint-Gilloise, une équipe qui, dans les années 90, était bénévole, dont le directeur général, je peux vous le dire parce que je l'ai reçu en émission dans une autre émission que je fais, qui s'appelle En Off et qui est dédiée aux acteurs du milieu du foot, un certain Serge Trimpon, qui était directeur général de l'Union et qui me disait, mais c'est moi qui mettais les plots. Tu vois la progression de cette équipe, c'est dingue, hein, tu vois. C'est incroyable, c'est beau. C'est fou. À tel point que certains diraient même que c'est quasiment devenu une progression un peu artificielle, parce que la manière dont le club a grandi, c'est comme si tu créais, c'est la startup nation, quoi. Tu vois, tu crées une licorne et puis derrière, ta société devient extrêmement fructueuse. À tel point qu'aujourd'hui, c'est tellement devenu un grand du championnat de Belgique qu'on se retrouve dans des problématiques qui étaient celles déjà des clubs qui historiquement sont des grands clubs, avec une forme de protectionnisme des arbitres pour l'Union Saint-Gilloise. Ça, c'est des choses qu'on a aussi entendues dans cette émission ces dernières semaines. Tu n'as l'air pas d'accord avec ce que je dis. Non, mais moi, j'aime pas ce genre de sujet. Je sais pas pourquoi on s'attarde sur ces sujets-là. C'est parce que ça a peut-être des conséquences. La main de Vormer a fait en sorte que le Standard n'a pas gagné un titre. Hein, je veux bien, mais moi, c'est vraiment pas sur ça que j'ai envie de m'attarder. Moi, c'est vraiment pas un truc qui m'embête ou qui me choque ou qui m'interpelle. Donc, il a eu des tickets VIP. Non, même pas. Non, mais bon, non, parce que c'est pas ça qui fait que l'Union aujourd'hui est à ce niveau-là. C'est pas parce qu'ils sont protégés par les arbitres. Pour moi, c'est un club hyper sain et pas du tout artificiel. Mais je comprends quand tu dis ça et que des gens puissent penser ça, mais c'est hyper sain, hyper intelligent, hyper réfléchi. Donc non, moi je trouve qu'il y a rien à dire là-dessus. Allez, s'il y a rien à dire, on va passer au match de la semaine, bien sûr, avec la victoire du Standard de Liège, avec un grand ouf de soulagement à la 87e minute de jeu. Henri Lorenz qui est venu délivrer tout bonnement et simplement les Rouges avec une très belle victoire. Qu'est-ce qu'on retire? Là, je vais poser la question à Xavier. Comme enseignement de cette victoire, cher ami? C'est que le Standard est capable de garder le 0 de temps en temps. Ça a été dur, mais effectivement, ils l'ont gardé. Donc, et après, au final, ils ont quand même subi, parce que Zult a fait un bon match, mais Zult fait toujours des bons matchs, de manière générale, puis qu'ils jouent bien au foot, c'est juste que, malheureusement, la pièce tombe pas du bon côté pour eux. Mais au final, oui, on a vu le Standard qui a fait du Standard quand tu défends, puis tu essayes d'avoir une reconversion offensive qui te permet ou une phase d'arrêté qui te permet de gagner le match. Et ici, voilà, c'est parfait. Le Standard a pris 21 points à l'extérieur. Hein. C'est exactement le même nombre que Saint-Tron. Non, Saint-Tron est premier 26, ils ont le même nombre de points que Malines en top 3. Non, mais le Standard a pris 21 points, ça veut dire qu'ils sont au classement à égalité avec une équipe troisième et meilleure équipe du championnat à l'extérieur. Ouais. Ça veut dire que la plupart des points qu'ils perdent, et c'est hyper paradoxal, c'est dans un stade qui les soutient à corps et à cri,
quasiment en donnant leur vie, quoi. Ouais, C'est à ne rien y comprendre, ce club. Hein. Quel Mais, paradoxe, quoi. Parce qu'à domicile, normalement, quand tu joues devant autant de supporters avec une telle ambiance, ben, t'es quand même censé un peu te bouger les fesses, t'es censé essayer de faire un peu de jeu. Être désinhibé. C'est ça, t'es censé montrer un peu que tu sais, toi, provoquer toi-même des actions, faire le jeu et tout. Et c'est là qu'on en reviendra. Le Standard a un problème à vouloir faire le jeu. Et les points qu'ils ont aussi pris à domicile, c'est aussi une victoire contre Genk et tout, parce que ben, c'est Genk qui a dû faire le jeu. C'est les grandes équipes qui doivent faire le jeu et tout. Ici, ben, ils vont à Zult. Zult doit sauver. Zult restait sur 2 mauvais matchs. Ben, Zult devait essayer de faire le jeu. Et donc, il devait marquer en contre-attaque, comme notamment, ça a été le but annulé d'Ayensa. C'est une contre-attaque avec le centre de Rafiki Saïd. Justement annulé, là, d'ailleurs. Hein. Oui, bien sûr, il y a faute de annulé. Maouk. C'est juste et tout. Mais donc, à voir ici, ils vont aller à l'Antwerp. Un Antwerp qui a rien à jouer. Donc, est-ce qu'à l'Antwerp va dire, essayez de faire le jeu? Et donc, on va voir si le Standard va faire le jeu. Et pour la dernière rencontre, ce sera à domicile contre une équipe de Westerlo. Une équipe devra sûrement essayer de faire le jeu pour gagner, laquelle on verra après les matchs ici du week-end prochain. Mais donc c'est ça en fait. Pour moi, le problème il est là, c'est que quand t'es à domicile, mais tu dois moins refuser le jeu que quand tu l'es à l'extérieur. Et donc je pense que ça vient de là le fait, parce qu'on a encore vu ici, c'est les supporters du Standard qu'on entendait aussi à Zult, hein, ceux qui ont fait les pyros, qui ont mis toute l'ambiance au début du match, c'était incroyable à voir. Donc encore une fois, et même le coach l'a souligné, les supporters les ont encore bien poussés. Donc je pense pas que ce soit le fait qu'ils soient poussés par les supporters, c'est le fait qu'ils disent à domicile plus de 20 000 personnes. Ben là, on doit quand même essayer de faire quelque chose et donc ils font peut-être un peu plus d'erreurs. Depuis l'arrivée de Vincent Evrard du côté du Standard, c'est 9 victoires, 4 matchs nuls et 11 défaites. Il va rester 2 matchs. Est-ce qu'on y croit au Play-off 1 ou pas? Je rappelle que je pense qu'aucun de nous n'avait mis le Standard en Play-off 1. Tout le monde avait validé l'idée que ce soit la Gantoise qui prendrait cette 6e place. On était d'accord là-dessus. Ben, je reste sur mes positions, mais c'est pas à nous d'y croire, c'est à eux d'y croire s'ils veulent aller en Play-off 1. Et je pense que le calendrier leur permet d'espérer, de rêver. Et je trouve que ces derniers matchs, les 3-4 derniers matchs, je trouve qu'il y a vraiment une constance dans leur jeu, dans la tactique surtout que Evrard a mis en place. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus discipliné, c'est organisé et ça devient de plus en plus offensif. Moi, je trouve que la prestation face à Zult n'était pas mauvaise, elle était plutôt correcte et bonne. J'ai vu un Standard plus offensif, avec plus d'idées et j'ai trouvé un peu, à certains moments, qui s'inspirait un peu du jeu de l'Union. Le Standard s'est inspiré de l'Union, c'est intéressant comme phrase. Je trouve que j'ai vu un Mortensen quand même assez présent sur son côté, il était plutôt offensif et il y avait du jeu en un temps, il y avait un peu plus de créativité, j'ai aimé, c'était pas top, c'était pas fou, mais j'ai vu des améliorations dans le jeu. Qu'est-ce qui a fait la différence par rapport à la première période? Parce que si vous n'avez pas vu la première période, moi je le résume très rapidement. Dans les échanges, il y avait un vrai problème de justesse technique. Et puis dans le milieu de terrain, ils se sont fait absolument laver. C'était très très compliqué. Je pense notamment également aux défenseurs, parce que là on dit que la partie technique, la partie offensive, le partie milieu de terrain, en défense centrale, Otekit s'est fait broyer par Anosike et Menta. Oui, mais ça c'était dur physiquement. Hein. Que ce soit Otekit, Mekele ou Van der Heyden, c'est un ours, on est d'accord. Cet attaquant-là, pour moi, c'est l'un des meilleurs attaquants de notre championnat. Il est vraiment très impressionnant, il gagne tous ses duels. Malheureusement, ses statistiques ne suivent pas aujourd'hui, mais il a vraiment un vrai potentiel. Pour moi, c'est vraiment un très bon attaquant et je pense que il va monter les étapes par la suite. Mais qu'est-ce qui fait les différences par rapport à la première période où là, tout ça, on l'a énuméré, c'était des réalités, c'était très compliqué pour le Standard, et même s'ils ont marqué, c'était contre le cours du jeu, et puis ça a été finalement annulé, on répète. Ils ont prôné un peu plus le côté offensif, je trouve qu'ils ont été plus présents dans le secteur offensif, des touches en un temps, c'était plus réfléchi de la première mi-temps, t'avais l'impression qu'ils étaient un peu perdus, mais le fait aussi, je pense, et ça joue beaucoup, que Zulte Waregem ait raté autant d'occasions, ils ont profité de ces moments-là pour essayer de taper fort, et ça a marché au final, donc, mais il faut mettre aussi en lumière le match de Zult, qui a vraiment été très bon, comme les semaines précédentes, et le seul truc que j'ai pas du tout aimé dans cette rencontre, c'est surtout après la rencontre, c'est que l'entraîneur justement a été licencié, parce que je trouve qu'il fait vraiment il y avait du très bon boulot. Injuste. Et ouais, pour moi c'est complètement injuste parce que je pense, si on compte pas Dender, c'est la seule équipe qui a licencié son entraîneur alors qu'ils sont quand même au-dessus de Louvain, la Louvière et le Cercle de Bruges. Il y avait pas de quoi le virer aujourd'hui. Je trouve que c'est hyper précipité et c'est nul et une grosse erreur de ma part. Et surtout, pour jouer quoi à 2 dernières journées, phase classique, t'es sauvé, t'as pas nécessairement un vrai enjeu, tu vas jouer les playoffs 2 où tu peux peut-être aller, on va dire jouer le rôle un peu d'outsider sympa, tu peux peut-être aller jouer justement un rôle
ou aller titiller des équipes qui jouent un petit peu plus au-dessus. Donc, je veux dire, il y a tout bonus, quoi. Sven Vandenbroek n'a pas semblé faire beaucoup d'erreurs cette saison. Et même quand tu regardes les réactions des supporters sur les réseaux sociaux, une fois que le communiqué avait été lancé, ils sont tous abasourdis, ils comprennent pas, ils sont juste déçus. La seule erreur éventuelle qu'il ait faite, c'est de pas avoir utilisé Vossen à certains moments où c'était peut-être nécessaire et de l'avoir un peu bâché, de l'avoir mis de côté, parce que c'est le chouchou du club et du staff, vu qu'il a eu un grand impact dans la remontée de Zultor Game en division 1. Quentin, il y a eu beaucoup de changements qui ont été payants du côté de Vincent Evrard en seconde période, notamment l'entrée d'un certain Bernard Nguéné. Tu sais que moi je l'aime beaucoup, je l'ai déjà dit depuis le début, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup. Il a été vraiment très critiqué par les supporters du Standard à son arrivée parce que ils ont vu les statistiques. Moi je connais un peu le joueur, je savais qu'il allait apporter quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait au niveau des changements? Comment est-ce qu'on met en avant ce collectif? Est-ce qu'on fait des gros changements? Est-ce que une équipe qui gagne, c'est une équipe qu'on ne change pas? Comment est-ce qu'on appréhende la rencontre à l'Antwerp? Déjà, Nguéné, titulaire, oui ou non? Première question. Je pense pas qu'il va être titulaire, je crois qu'il va être plus utilisé dans ce rôle de joker et dans monter en jeu. Normalement, il récupère un Teddy Thomas aussi, qui va être important dans ce milieu de terrain. Ils vont récupérer potentiellement Mathieu Epolo aussi. Nielsen aussi. Donc Nielsen qui est monté au jeu. Ok, il va y avoir de l'expérience alors également, du côté de Bosseuil. Ça va pas mal, ils récupèrent un peu leurs joueurs qui étaient, mais c'était, comme tu dis, une équipe qui gagne, mais qui a aussi 4 matchs invaincus. Donc ouais, ça va pas être facile. Je pense que Vrard va devoir vraiment réfléchir à ça. Mais par contre, Thomas le soulignait sur aussi la performance du Standard qui était bonne. Et moi, notamment le lien avec l'Union, c'est qu'ils ont maintenant le même schéma que l'Union. Donc ce 3 et 5 def que Vrard a mis en place. Dommage qu'il a pas mis en place plus tôt, parce que c'est vraiment comme ça qu'ils doivent jouer. Et surtout qu'ils ont aussi maintenant à disposition les profils défensifs, Otkit, Bates, Omaou, et aussi le Mortensen à gauche, qui était pas vraiment le cas avant, avec Mort qui a des lacunes défensives par rapport à Mortensen. Donc oui, je trouve qu'ils ont trouvé ce bon schéma, mais par contre, s'ils veulent aller en playoff 1, je trouve un Marco Elai Maritra qui est encore un peu trop léger, il a pas le niveau pour jouer ces playoff 1 là, et donc voir potentiellement un Karamoko, Nielsen et Teddy Thomas. Est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'il va oser le sortir et le mettre sur le banc? Vincent Evrard, elle est là, la vraie question. Avec son expérience, il pourrait perdre plus dans le vestiaire, notamment en dehors du terrain. Mais imaginons un Thomas et Nielsen dans un format inspiré de l'Union. Ce serait quand même fou, alors que c'est des joueurs qui connaissent ce schéma-là et qui ont réussi dans ce schéma-là. Donc moi j'ai vraiment hâte de voir la suite du côté du Standard. Quentin, ça gagne à l'Antwerp, c'est playoff 1? Victoire est égale à playoff 1 ou pas? Si victoire, tout va se jouer. Le dernier match à domicile contre Westerlo, ça va être la folie. Sachant que potentiellement le Standard et la Gantoise peuvent encore y être, parce que Malines joue Anderlecht et le club de Bruges. Incroyable. 2 équipes qui doivent gagner. Donc, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de Malines, parce qu'on les voit 5e et tout, mais le fait que Malines ait perdu ce week-end, sachant que tu joues Anderlecht et le club de Bruges juste après, ben, le Malines Anderlecht de ce week-end va être hyper intéressant à suivre. Franchement, c'est les 2 dernières journées là vont être incroyables et vont potentiellement promettre une dernière journée fantastique où pendant le cours du match on pourra voir à la 30e cette équipe là en playoff 1 puis à la 60e celle-là. Ça va être très 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 intéressant, et honnêtement avec le Standard c'est impossible à le dire. Parce qu'ils sont capables de tout. C'est impossible à le dire. Honnêtement, à l'Antwerp, ils sont capables d'aller gagner, comme capables d'aller se prendre à 2-0 contre une équipe qui a plus rien à jouer et tout. Franchement, c'est impossible à dire. Il vient de nous chauffer, là, Quentin. Il vient de nous chauffer. On sera déjà très très près la semaine prochaine. Vous savez à peu près les rencontres qu'on va analyser. L'Antwerp contre le Standard et le KV Mechelen contre Anderlecht. Ça va être absolument chaud. J'ai hâte. C'est assez dingue. C'est, quand on y pense, Westerlo et le Standard ont le même nombre de points. Donc, et moi qui serai au stade pour Standard Westerlo, j'espère voir un match avec un énorme enjeu et qui peut être incroyable. Ce serait extraordinaire que les 2 équipes se retrouvent au même nombre de points et qu'au final, celle qui gagne va en play-off. Exactement. Ce serait fou, ça serait incroyable. Ce serait dingue. En tout cas, pour le spectacle, effectivement, parce que on n'a pas été gâtés cette année. On a eu quand même beaucoup de journées où c'était quand même très compliqué. Ouais. Là, pour un happy ending sympa, on dit oui, quoi. Non, justement, c'est quelque chose que c'est une réflexion que je m'étais faite hier. On en a déjà parlé, le niveau cette année c'était quand même assez bas, mais je trouve que la journée qu'on vient de passer, elle était quand même
je pense que c'était l'une des meilleures journées qu'on a eu depuis le début de saison. Il y a eu vraiment des matchs intéressants et beaux à voir. Il y avait beaucoup de jeux offensifs et j'ai bien aimé cette journée. Ouais, et j'en profite évidemment pour faire un petit coucou à Yannick Ferreira qui a mis en grosse difficulté un club dont il a été l'assistant à l'époque, du côté de Charleroi, bien sûr, 2 buts partout. Ils l'ont mis en grosse difficulté, mais bon, Charleroi ne peut s'en vouloir qu'eux-mêmes. Hein, quand on rate un penalty. Merci Gagon, c'est évidemment sa responsabilité à lui. L'instant diable à présent parce que elle file à grands pas, elle arrive à très 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 grands pas. Cette liste de Rudy Garcia dont on sait qu'elle sera très très surprenante, il l'a dit lui-même. Donc il y aura des changements. Du coup, aujourd'hui, je vous pose une question très simple. Qui sera là ou les surprises, je vous le demande, les surprises de Rudy Garcia en mars? Thomas. Alors, la surprise, bon, est-ce qu'on peut considérer ça comme une surprise? Difficile à dire parce qu'on en a déjà parlé la semaine dernière, mais il s'agit de Lucas Tassin. Je pense qu'il a confirmé ce week-end aussi en marquant encore un but. Donc, sous Montagnier, ça se passe très bien pour lui. Et vu qu'on a difficulté au niveau de l'attaque en tant que numéro 2, je pense à lui, vu que ce serait une surprise parce qu'il n'a pas encore été appelé officiellement avec l'équipe A. Donc, ce serait la première surprise. Mais il y en a d'autres. Et un scandale s'il n'est pas appelé. Scandale. Bah, à l'heure actuelle, ce serait injuste, pas compréhensible. Ce serait injuste, ce serait injuste. Stassin, la surprise de Thomas, la surprise de Quentin s'appelle Mika Götze. Et moi, c'est un scandale s'il n'est pas appelé. C'est encore une fois un joueur qui n'a jamais été appelé avec les A, je précise bien. Avec les A, il n'a jamais été appelé. Et avec ce qu'il réalise à l'Ajax et en Eredivisie, c'est vraiment très très bien, sachant que on a Doku qui revient tout doucement de blessure, qui a joué, qui a notamment délivré une belle passe décisive à Savio ce week-end en Cup. Bon, on a Malik Fofana qui est toujours blessé et tout, et avec ce qu'il réalise. Revenu à l'entraînement individuel. Il est de retour tout doucement. Toutes les semaines, on nous dit qu'il revient. Non, mais là, on a vu des images, il y a des preuves. Là, on a vu des images, mais même ici, il faut pas le brûler non plus. Et puis même s'il est revenu avec ce que réalise Mika Götze, j'espère qu'il aura sa première sélection ici, enfin, avec l'équipe nationale. Mika Götze, scandale s'il n'est pas appelé. Scandale. Même question, scandale. Xavier, à toi de jouer. Alors, on a eu du Stassa, on a eu du Mika Götze. Moi, je réserve ma réponse tout à l'heure. Pour toi, ce sera? Moi, j'aimerais bien voir un Mandela Keita appelé parce que au milieu de terrain, dernière sélection, on avait Van Out, mais il est pas forcément fameux pour le moment, donc Nice, il est pas. Nice, c'est compliqué. Voilà, donc il y a une place au milieu à prendre, et au final, je vois pas forcément d'autres milieux de terrain qui enchaînent les minutes de jeu et qui pourraient être appelés, parce que Lavia c'est encore peut-être fort juste, il rejoue seulement à peine maintenant, donc pourquoi pas prendre Keita à ce poste-là. Les détracteurs diront de 4. Haters will say the cat. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, on en parlait, hein, de 4, il pourrait très bien être rappelé aussi, ça pourrait être une surprise, un nom. Moi, à titre personnel, ce sera Thure Romans. Pourquoi? Tout simplement parce que sur le côté gauche, on a des vrais problèmes, on le sait, il y a la blessure d'Arthur Théat, en plus de ça, qui est un défenseur central gaucher, mais qui est capable de jouer à gauche, en termes de forme, on en a parlé, les supporters de Bruges se plaignent un petit peu des performances d'un Seyss comme d'un Sabeu, et Maxime de Kuiper n'est plus titulaire du côté de Brighton, les gars. C'est Kadioglu qui lui a fumé sa place, du côté de Brighton. Donc, il y a quand même peut-être une opportunité, un créneau à prendre pour Thure Romans, qui, on le rappelle, est l'ancien latéral gauche de Westerlo, comme quoi, on travaille bien, on forme bien du côté de Hassan Chatinkaya et Sam Sharaï, directeur sportif et le coach du club de Campine. Pourquoi pas? Bah, mais je suis pas forcément d'accord avec toi parce que tu dis que le côté gauche, on a quand même pas mal de problèmes. Certes, Théat est blessé, mais c'est pas forcément le latéral gauche qu'on je dis pas qu'on a des problèmes, je dis qu'on n'a pas de solution, c'est pas la même chose. Ouais, mais on a quand même, pour moi, il y a quand même deux Kuiper, il y a Seyss, il y a éventuellement Théat, certes, il est pas présent, mais il y a Moreira. Kuiper, ça fait 5 matchs, il joue plus. Je sais, mais il y a Moreira aussi qui est utilisé en arrière gauche et pas forcément. C'est pas un défenseur. Ouais, je sais, mais il est utilisé comme ça dans notre équipe nationale. Okay. Donc, le jour où Thure Romans sera appelé, c'est quand il y aura au moins 3 blessés. Et il y aura peut-être 3 défenseurs centraux, parce que quand on voit ce qui se dessine actuellement, à voir, mais je pense, Connie de Winter, je peux même pas en parler avec lui, parce que Xavier, il a vu la prestation, c'est du extraordinaire. Connie de Winter dans le derby de la Madonnina, il est fantastique. Nathan Ngoy, incroyable. Nathan Ngoy sur ces dernières semaines, fantastique. Et Axel Witsel, il est pas mal, il se débrouille avec Jérôme. Allez, on va mettre un petit trio, là, ça pas, Allez, moi, vous savez ma préférence, hein, vous savez, le trio, vous l'avez. Quoi qu'il arrive, ce sera emballé, c'est pesé. Mais c'est quand même intéressant, on va dire la vérité, Xavier, c'est pas mal. Si on met ces joueurs-là sur le terrain, ça nous libère une place sur le côté gauche. On peut avoir un Moreira un petit peu plus haut, par exemple à gauche, parce que évidemment du côté de Thomas, on est supporter de Moreira, donc je vais vers lui. Et puis à droite, peut-être des solutions aussi, parce que Castagne est dans le même problème que Maxime de Kuiper, il joue pas beaucoup non plus. Hein. Ouais, clairement, ça permet justement, si tu joues avec 3 centraux, ça te permet d'avoir des latéraux
qui sont un petit peu moins bons défensivement. Ils ont surtout un apport offensif. Défensivement, bon, ils doivent être là, mais t'as les centraux qui peuvent couvrir. Donc, au final, c'est l'éternel problème qu'on a. Toujours les latéraux, les défenseurs latéraux gauche et droit, c'est toujours compliqué. Donc, quand on joue à 3 centraux, pour la Belgique, c'est quand même pas plus mal, je pense. Ok, c'est intéressant. Merci beaucoup Xavier. Dites-nous évidemment dans les commentaires qui sera votre surprise à vous. Qui sera, si vous êtes en podcast et que vous écoutez l'émission en podcast, vous pouvez nous l'écrire dans les commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Qui sera la surprise de Rudy Garcia? Je suis vraiment curieux de le dire. Et je vais voir déjà 2-3 supporters, notamment un certain Greg, qui est souvent derrière dans les commentaires, là, qui regarde et qui écoute souvent. Greg, à mon avis, lui, il va déjà mettre Nathan Decadt. Lui, il va nous placer un petit Nathan Decadt dans la sélection, c'est logique. Bon, voilà, on lui en voudra pas, mais est-ce qu'on peut dire que c'est un peu précipité? Allez, un peu précipité ça quand même. Quand même, hein. Ça ouais. s'entend parce qu'il y a un Tielemans qui est blessé. Oui, Tielemans est blessé, bien sûr. Donc, why not? Ça reste des matchs amicaux, préparés, donc, à voir. Est-ce que faire un topper vaut la même chose que quand faire un match 5 étoiles à la Giuseppe Meazza face à Milan quand on s'appelle Mandela Keita? Je veux dire, c'est pas trop, comment dire, c'est pas précipité, mais c'est pas un scandale s'il est dedans, mais bon, il est encore très très jeune, quoi. Oui. Puis voilà, je suis pas du tout un anti, pas du tout, puisqu'on va passer maintenant au Football Time Award. Et le Football Time Award, c'est évidemment les joueurs de la semaine. Mon joueur de la semaine, c'est évidemment Nathan Decadt, comme quoi c'est bien la preuve que je n'ai rien contre lui. Je suis très 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 fan du joueur. Encore une fois, je le mets dans mes joueurs de la semaine. 4 passes décisives et 2 buts dans les 5 derniers matchs qu'il a disputés. C'est tout simplement impressionnant. Il prend encore des points cette semaine. Xavier? Moi, c'est Leonardo Lopez, l'ancien joueur du Cercle, qui est arrivé l'été dernier, je pense, libre en plus du côté de Gand. Et maintenant, il se fait une place avec le nouveau coach du côté de Malines, avec Rick de Gand, pardon. Oui. Il est pas souvent très décisif, alors qu'il fait beaucoup de travail de l'ombre, mais ce week-end, un but, une passe décisive, donc c'est l'occasion de le récompenser. C'est bien fait, effectivement. Super milieu de terrain, beaucoup d'impact, assez souvent sous-coté. On n'en parle pas vraiment beaucoup, mais il est assez intéressant. Et toi, t'as choisi un gardien, Quentin? Ouais, j'ai envie de changer un peu. J'hésitais avec Tresoldi. Je pensais que quelqu'un allait le prendre. Mais du coup, j'ai pris Nozawa. Parce que déjà, on avait déjà parlé contre Saint-Tron, grâce à la victoire qu'ils avaient pu faire. Taichi Brandon, de son prénom. Exactement. C'est mi-américain, mi-japonais. À mon avis, il savait pas comment se placer dans la famille. Qui était très critiqué du côté du Tokyo FC en G-League, avec pas mal d'erreurs, de la saison dernière. Il est arrivé à l'Antwerp. C'était Toulon au goal au début parce qu'il avait des petits problèmes pour s'acclimater. On disait qu'il n'arrivait pas. Et maintenant, je trouve qu'il a pris des points récemment. Et si l'Antwerp est aussi proche des playdowns, mais n'est pas dans ses playdowns, je pense qu'ils peuvent quand même lui dire merci. Et il a été auteur de 9 arrêts ici à la Louvière, qui méritait quand même la victoire à domicile. Donc, je lui dis, allez, je lui donne mon point. Thomas, ton joueur de la semaine? Besfort Zeneli. Waouh, encore un joueur de l'Union Saint-Gilloise? Ouais, justement, j'hésitais entre 2 joueurs de l'Union Saint-Gilloise, entre Smith et Zeneli. Il veut décidément ses places du côté du Stade Marielle, c'est une confirmation. Par rapport au débat, évidemment. C'est de manière hyper objective que je choisis toujours mes joueurs. Assist et buteur pour sa première titularisation. Donc, on a parlé des problèmes offensifs de l'Union suite à la blessure de Promis David et Rodriguez et Floroux, c'est comme ça qu'on dit? Floroux. Ouais, Floroux. Donc ils l'ont solutionné en mettant justement Zeneli en attaque. Ça a fonctionné, ça a marché. Il tire les corners aussi, mais d'une très belle façon. Vraiment, ça se voit que ce joueur a beaucoup de qualités techniques. Donc voilà, tout résumé, c'est pour moi le joueur de la semaine. Eh bien, vous l'avez compris, donc ce sera Zeneli, ce sera évidemment le gardien japonais de l'Antwerp, dont le prénom évidemment ne me revient pas, Nozawa bien évidemment. Du côté de Xavier, ce sera Leonardo Lopez et moi ce sera Nathan Decadt. À vous de choisir sur tous les réseaux, sur X, sur Instagram, quel sera votre joueur de la semaine. Bien évidemment, merci de le dire également dans les commentaires si vous voulez. Merci à vous surtout d'être venu aussi autant au bout de cette émission et on va vous récompenser avec l'happening de Thomas en toute fin d'émission. L'happening, c'est une manière de jouer, de se dire au revoir bien gentiment. Tout à fait. Bah en fait, ça concerne un petit peu le match Zultuar Game Standard. Ok. Donc j'ai déjà parlé de ce joueur, donc il s'agit de Ementa. Donc ce que je Anosike. En effet, pour moi c'est l'un des meilleurs attaquants de notre championnat. Yes. Les statistiques ne sont pas encore présentes aujourd'hui, mais il a un impact hyper important. Donc je voulais vous poser la question: est-ce que Ementa serait titulaire dans les clubs de la première partie de tableau? Donc on va répondre à cette question. On commence par toi. Tu dis juste oui. Non. Oui. Je te donne un club et ensuite on passe aux autres. L'Union Saint-Gilloise. Oui. Non.
Actuellement, oui, vu les blessures. Club de Bruges. Oui, vu le type de profil, c'est vraiment ce que veut Ivan. Non. Je suis 100% d'accord avec Sacha. Pour moi, c'est le profil qui est parfait pour le club de Bruges. Saint-Tron. Non. 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 Anderlecht. Oui. Non. Oui. Malines. Oui. Non. Avec la perte de Loberbach, encore plus, oui. La Gantoise. J'adore, il rajoute toujours des petites phrases. Faut sympas. justifier. La Gantoise, ouais, la Gantoise, mais ils en ont pas besoin. T'as vu Cissé qui a marqué pour son début et tout. Ouais. Non, ils en ont pas besoin. Je vais dire non. Non. Trop d'attaquants, non. Le Standard. Oui. Non. Matin, midi, soir, oui. Qu'est-ce qu'il Il a raconte? dit que non, Il lui. dit n'importe quoi. Le Standard, ils ont trop besoin de joueurs Ils comme ont ça. pas d'attaquants. C'est dans le jeu, c'est exactement le type de joueur dont ils ont besoin. Ouais, mais le problème, c'est qu'il rate tout et, enfin, il est important dans le jeu, mais il score pas. Et toutes ces équipes-là, elles ont besoin de marquer. Mais attends, et Kanga, il scorait beaucoup, Kanga? Non, c'était un mec qui foutait du poids devant. C'était un joueur du FC, mec. Il faisait de la boxe. Il faisait de la lutte. Mais ça aidait ses coéquipiers à faire monter le bloc. Voilà. Et donc, c'est extrêmement important. Dans le système du Standard, t'as besoin d'avoir une punta comme ça qui vient te mettre des pains devant, aller gagner un petit peu des duels dans le milieu de terrain. L'autre, il est mort de rire. Mais c'est la vérité. Ah, mais bien sûr, j'étais là à Standard Zult, au stade, il m'avait impressionné tellement il était incroyable. Franchement, il était très fort. Bref. Le dernier club. Oui, dans les clubs. Genk. Oui. Oh, oui aussi. Allez. Ok, bon, cette fois-ci, je conclus. Je ne considère pas David dans la conclusion finale, mais ça prouve que ce joueur a quand même un très fort potentiel et Voilà. qui va monter dans notre champ. Et il aurait pu être ton joueur de la semaine, donc mon cher Thomas, parce qu'il a été assez Ouais, mais intéressant. entre son potentiel, toi, tu te poses la question maintenant, aujourd'hui, il a du potentiel, pardon. Il pourrait, s'il progresse bien, avoir une place dans ces clubs-là, mais au jour d'aujourd'hui, pour moi, non. C'est juste ça. Voilà, et vous voyez que le débat ne se termine jamais, il va encore se prolonger à mon avis en coulisses. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, c'était le Football Time. N'oubliez pas, inscrivez-vous, abonnez-vous à la page d'Unibet Expert, ça fait super plaisir. Likez, cette émission est évidemment faite pour vous régaler, pour nous régaler. Mettez en commentaire vos réactions, on les lit et on réagit tout le temps. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, je le répète, le Football Time ne s'arrête jamais parce que le football belge ne s'arrête jamais. À la semaine prochaine et surtout, dans 2 semaines, l'invité du mois et celui-là, je pense qu'il va vous plaire. Ciao, ciao.